Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TV5 Monde, en direct pour Face au territoire, une émission donc de TV5 Monde et en coproduction avec beaucoup de groupes médias. On va en parler dans un instant. C'est Ségolène Royal, mon invité ce matin. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre, chacun le sait. Vous êtes aussi l'ancienne candidate à l'élection présidentielle et on a l'intention de vous interroger ce matin avec mes confrères de la presse quotidienne régionale sur tous les sujets d'actualité, évidemment la guerre au Proche-Orient, évidemment les hausses d'impôts, sans doute prévisibles, et puis bien sûr les problèmes de société liés à l'immigration. Cette émission est coproduite par les groupes Ouest France, Rossel France, c'est-à-dire La Voix du Nord, Le Courrier Picard, ou EO TV, la chaîne TNT des Hauts-de-France, 20 minutes, bien sûr, qui appartient à Ouest France et à Rossel. Le groupe EBRA également, ce sont 9 journaux de la presse quotidienne régionale, je les cite, Le Républicain Lorrain, L'Est Républicain, Le Bien Public, Vosges Matin, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Progrès de Lyon, les DNA, dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace et le Dauphiné. Ségolène Royal, où vous situez-vous aujourd'hui, j'allais dire, idéologiquement, entre cette gauche et cette droite qui ont beaucoup évolué depuis que vous étiez aux affaires? C'est une surprise pour personne si je vous dis que je suis une femme de gauche, bien évidemment. Mais j'ai toujours veillé à regarder les choses de façon objective. Et c'est pour ça que j'ai forgé le concept d'ordre juste, qui n'a pas toujours été compris chez les dirigeants de gauche, et pourtant qui reste furieusement d'actualité. C'est-à-dire que dans tous les domaines, que ce soit l'économique, le social, l'international, l'écologie également, il faut des règles justes. C'est comme ça qu'elles sont efficaces. On va y revenir tout au long de cette émission. Ségolène Royal, l'ancienne ministre, est notre invitée ce matin dans Face au territoire. Cette émission est également faite en liaison avec la rédaction de TV5 Monde et Demet Korkmaz vous interrogera sur les questions internationales à la fin de cette émission. Tout de suite, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. Alors on démarre avec Ségolène Royal sur ce retour du discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est l'actualité politique de la semaine en France. J'imagine que évidemment vous avez suivi avec attention le discours de politique générale de Michel Barnier mardi à l'Assemblée, peut-être même hier au Sénat. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Comment vous l'avez trouvé, ce nouveau Premier ministre? Écoutez, le défi de Michel Barnier, au-delà de sa personne, le défi pour la France aujourd'hui, c'est de se redresser et de redonner aux Français confiance en eux-mêmes et confiance dans leur avenir. Je pense en particulier aux jeunes qui doivent retrouver un désir d'avenir. Et Michel Barnier n'a pas de légitimité démocratique, on le sait. Donc il devait conquérir, il doit conquérir une nouvelle légitimité et par l'action et par la méthode. Et il a réussi par la parole à créer ce désir d'avenir que vous évoquez? Il a en tout cas posé, on verra en fonction des actions. L'avenir proche le dira. Mais je pense que ce qu'il a réussi à faire, c'est de reposer un certain nombre de principes sur une nouvelle méthode. Il a même parlé de fraternité, d'intelligence collective, dont j'y suis particulièrement sensible. Et surtout, c'est peut-être passé plus inaperçu, il a déminé des conflits sociaux aigus. Il a annoncer la suspension comme de la réforme en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est vraiment un geste politique qui est très important. L'assurance chômage également. Et il a surtout parlé d'une conférence nationale sur l'eau. C'est-à-dire que les conflits sur le sol, notamment autour des bassines de Sainte-Soline, c'est-à-dire ça vous parle, là. Oui, pourquoi? Parce que les deux conflits qui mobilisent aujourd'hui les forces de l'ordre, qui seraient mieux utilisés pour réduire et pour lutter contre la délinquance au quotidien, aujourd'hui, sont mobilisés sur des conflits qui font souffrir les gens, qui font souffrir la France, qui ne ressemblent pas, qui défigurent la France. Je pense que la façon dont il a déminé ces deux conflits, ça va dans le bon sens. Et cette proposition sur l'eau va dans le bon sens. En même temps, il commence son discours en évoquant deux épées de Damoclès, dont le défi climatique, le danger, la dette climatique, pardon. Oui. En même temps, quand on l'écoute, il dit très peu de choses sur l'environnement. À part cette annonce de la création d'une conférence sur l'eau, c'est un peu léger, non? C'est pour ça qu'il va au moins il y a le concept de dette climatique. Ça n'a pas été oublié. Donc ça, c'est un bon point. Malgré la lourdeur des difficultés concernant le déficit budgétaire. Et donc, en plus, je pense que c'est un homme engagé sur ces sujets-là. Donc là aussi, il faudra juger sur les actes. Il a été le Premier ministre de l'écologie et de l'environnement en France. Oui. Vous, dans votre parcours, vous avez travaillé avec lui? Mais il m'a succédé.
Mais vous il avez... m'a succédé, donc forcément, il a repris un certain nombre Et donc, dans de son choses. action, vous pensez qu'effectivement, il est très engagé sur l'environnement et l'écologie? Je pense qu'il est parfaitement sincère. Il a créé le fonds Barnier ensuite, qui revient d'actualité, puisque avec les désastres climatiques, et notamment les inondations, il a annoncé la réactivation du fonds Barnier. Donc ça, c'est très opérationnel aussi. Donc que ce soit la conférence sur l'eau qui va mettre à plat un des sujets majeurs aujourd'hui, qu'il soit national ou international. Vous savez que 70% des conflits aujourd'hui à l'échelle de la planète sont dus à la compétition sur l'accès à l'eau potable. Et en France, on voit bien que les conflits, notamment entre agriculture et écologie, sont dus au contrôle de l'eau, de l'accès à l'eau, du bien public mondial qu'est l'eau potable. Donc il faut trouver des solutions de convergence intelligente. Et j'ajoute qu'il n'a pas oublié non plus les agriculteurs. Parce que là, on a une crise aussi sociale sur nos territoires, puisqu'on est sur la chaîne des territoires. Il y a énormément de souffrances, il y a eu la crise aviaire, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, une forme de satisfecit quand même pour le positionnement, en tout cas aujourd'hui, de Michel Barnier, comme Stéphane Vernet vous l'indique. Si vous voulez, moi, ce que je considère, c'est quelqu'un qui arrive aux responsabilités, même si ça aurait dû être quelqu'un de gauche. On le sait, je ne vais pas y revenir, il y a un problème de légitimité démocratique. Mais je pense à mon pays aujourd'hui et je considère que Michel Barnier a des qualités, puisqu'il a l'expérience, en tout cas, c'est un homme 73 ans, ça ne vous pose pas de problème? Mais vous savez, c'est plus un critère aujourd'hui. On a besoin les Français avaient besoin de personnalités d'expérience. Le critère, c'est quoi, l'expérience? Oui, je pense que les Français avaient besoin de personnalités d'expérience et respectueuses. Donc on verra, on jugera aux actes, si vous voulez. Oui, alors si je vous entends bien, il a plutôt réussi son grand oral, il était plutôt bon. La question maintenant, c'est combien de temps est-ce que ce gouvernement peut durer? C'est ça, c'est la vraie question. Et alors, vous avez une idée? Ça va dépendre de son action. Ça dépend de qui? Ça va dépendre de son action. Ça dépend pas un peu beaucoup du Rassemblement national aussi, la manière dont le parti de Marine Le Pen peut se positionner? Encore faut-il que le Rassemblement national ait des raisons de voter la censure. Vous voyez, les Français vont observer ça. Les gens ont envie d'être tranquilles. Hein. Vous savez, les Français, ils ont envie d'être tranquilles. Vous le voyez dans vos relais. Ils ont envie d'être tranquilles, que les problèmes soient réglés, que ce qui est fait soit compréhensible, que les choses soient faites avec justice aussi et efficacité, qu'on ne revienne pas sur la sécurisation par les services publics, parce que ça fait partie de la sécurité des services publics qui fonctionnent bien. Donc aujourd'hui, j'attends de savoir sur quoi et comment les économies vont être faites. Est-ce que ça va un peu plus fragiliser la société française ou au contraire, est-ce qu'on va trouver des idées intelligentes pour faire des économies là où ça ne provoque pas de dégâts économiques et de dégâts sociaux? Mais vous ne répondez pas à ma question sur la durée de ce gouvernement. Alors, on ne va pas faire de politique fiction, mais vous pensez que ce gouvernement peut durer au-delà de l'été prochain? À partir du moment où la possibilité d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale sera sur la table, vous ne pensez pas qu'il y aura la volonté d'un certain nombre de partis en présence de faire tomber Michel Barnier pour pour provoquer de nouvelles législatives? C'est possible. Si le RN, si l'extrême droite a intérêt, sent qu'elle a intérêt à provoquer des élections pour pouvoir les gagner, et dans la mesure où le Front républicain est grandement fragilisé, vous avez vu, puisque finalement les électeurs du Front républicain se sentent floués par cette nomination. Donc si soit Michel Barnier arrive à reconquérir et finalement à traduire dans les actes quelque chose du Front républicain, il a commencé à le faire, puisqu'il a annoncé l'augmentation de la fiscalité sur les ultra-riches, même si justement ça renacle dans son camp. On voit bien qu'il essaye de tenir les deux bouts, c'est-à-dire à la fois l'ordre d'un côté et la justice de l'autre. On va voir s'il réussit. S'il réussit cela, et c'est ça l'intérêt de la politique, vous voyez, c'est que rien n'est jamais écrit d'avance. Avec l'aide d'Emmanuel Macron? Avec l'aide d'Emmanuel Macron? Oui, avec l'aide d'Emmanuel Macron. Je pense que s'il y a un dysfonctionnement plus entre les deux têtes de l'exécutif, ça sera très difficile à ce moment-là de réussir un certain nombre d'actions. Donc ça, c'est la condition, c'est-à-dire que l'exécutif fonctionne bien, que des actions intelligentes soient faites et que les Français adhèrent à ces actions, c'est-à-dire que ce gouvernement arrive à reconquérir la légitimité par l'action. À ce moment-là, ça sera plus difficile de voter la censure. S'il y a du désordre, s'il y a du chaos, s'il y a des décisions incompréhensibles, à ce moment-là, et comme le Front républicain est extrêmement affaibli, à ce moment-là, l'extrême droite aura intérêt
à voter la censure, à provoquer la dissolution des élections anticipées, gagner les élections législatives et donc gagner la présidentielle dans la foulée. Stéphane Vernet. Et comme la gauche est divisée, Alors, elle on va en profitera parler. de ce moment-là, en effet, puisque la gauche est divisée, que la droite est divisée. Parlons-en. Mais juste- Allons-y. Parlons-en, mais juste avant d'en parler, juste une précision. Et admettons, il y a une dissolution l'année prochaine, les Français, les Françaises sont appelés à nouveau aux urnes. Vous vous présenteriez? Vous reviendriez? Où Pour une législative, sur une Je pense circonscription? pas, non. Je pense pas. Chaque chose en son Question, temps, je pense. Stéphane Vernet sur la suite. Donc la gauche, dans quel état est la gauche aujourd'hui à l'issue de cette séquence? Il y a quelque chose qui a été fondamentalement raté. Sur quelle base elle peut se reconstruire? Il faut distinguer les appareils politiques des gens électeurs. Les électeurs se portent bien, les appareils politiques Les très mal, électeurs c'est ça? ont une aspiration très profonde à l'unité. Les appareils politiques sont comme d'habitude dans des jeux de rapports de force et de pouvoir. Et donc, il y a un décalage qui se fait entre les appareils politiques et les jeux d'appareils. On voit bien d'ailleurs. Appareil politique, c'est cela dont vous parlez Où ça? derrière vous? À l'image derrière vous. Oui, c'est ça, les appareils politiques. C'est ça, C'est la ça. difficulté. Vous voyez, donc si on veut... c'est quoi parce que là, la social-démocratie se remet en place, soi-disant, la gauche respectable, etc. Ça, vous n'y croyez pas? Mais on l'a vu, la gauche respectable. C'est moins de 2% l'élection présidentielle. On a eu Bernard Cazeneuve, président du comité de soutien. On avait tout le Parti socialiste derrière Anne Hidalgo. Donc, Alors, à donc c'est l'époque, vous moins de aviez des 2%. problèmes C'est avec- moins de 2%. À l'époque, vous aviez des problèmes avec les éléphants du PS, et Oui. maintenant, vous avez des problèmes avec les appareils politiques, en fait. C'est pareil. Ah, c'est pareil. Les éléphants sont dans les appareils politiques. Stéphane Vernet. Est-ce qu'ils ont une chance de s'entendre, ces éléphants, au sein des appareils, pour arriver à avoir un candidat unique en 2027? Vous avez Olivier Faure, dans Dimanche Ouest France, dimanche dernier, disait qu'en fait, il fallait trouver un moyen, une procédure pour désigner un candidat unique en 2027, quelle que soit la procédure, peu importe, il faut trouver un moyen de dégager quelqu'un, un nom, et en expliquant que ce ne serait pas Jean-Luc Mélenchon, que ça ne pouvait pas être Jean-Luc Mélenchon. Il a raison ou pas? C'est un peu tôt, je trouve. C'est trop tôt pour en parler? Je trouve que c'est un peu tôt pour en parler. Mais c'est évident s'il n'y a pas de candidat commun, la gauche n'a aucune chance. C'est vraiment si tôt pour en parler? Parce que là, on parlait de la perspective d'élections Oui, législatives anticipées. Mais La présidentielle une peut arriver vite, oui. Exactement, une crise, Oui. une La crise présidentielle peut institutionnelle arriver majeure, un peu plus vite. On n'a un jamais vrai vu. blocage. Tout à fait. Emmanuel Macron, là, c'est le dernier rempart. Là. Tout à Si fait. Michel Mais on n'a Barnier jamais trouvé ne mieux réussit pas. qu'une primaire. Oui, et puis si Michel Barnier ne réussit pas, Ségolène Royal, la question de la présidentielle se posera. Stéphane Vernet a raison. C'est C'est-à-dire si le président, il n'est pas De du toute tout façon, question que c'est le dans président de la 3 ans. République démissionne, il ne veut pas, mais Non. si jamais il y était contraint pour X ou Y raison, Non, mais indépendamment est-ce de ça. que la gauche est prête? Non, mais la gauche est divisée pour l'instant. La gauche n'est pas prête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La gauche n'est pas prête. Elle ne s'est même pas d'accord sur la procédure de désignation de son candidat. Stéphane Vernet, il y a une de Ouest France aujourd'hui qui Oui, arrive. sur le Liban, la France peut-elle encore jouer un rôle au Liban? Une vraie question. Et on va évidemment aborder ces questions-là en fin d'émission. Une dernière petite question, Stéphane Vernet, ou vous en avez fini avec Ségolène Royal, si j'ose dire? En fait, je voudrais insister, Allez-y, si dans ce processus de reconstruction de la gauche et de recherche Vite, d'un hein. candidat unique, est-ce que vous vous placerez dans la course et dans le jeu? Voilà, la question est Un peu posée tôt pour clairement. le dire. Je dis pas non. Ouais. Très bien. D'accord. Bon, Non, on on a la posera la question réponse. Je plus ne dis tard. pas non. On verra. Stéphane Oui. Vernet, qui Il y a dirige pas la beaucoup de rédaction. femmes. Voilà. De fait. Il n'y a pas beaucoup de femmes. De fait. Absolument, de fait. Il n'y a eu que des hommes. Regardez. Il y a Lucie Castet. Oui, enfin, Lucie Castet. Enfin, je ne veux pas être désagréable, mais Lucie Castet a été choisie par des hommes. Par l'appareil? Ben, elle a été choisie par des hommes. Elle était sous tutelle des hommes. Mais les hommes certains hommes politiques de pouvoir, mais ça c'est pas nouveau, ont beaucoup de mal à accepter une femme qui est leur égale, qui est différente. Combien de fois je leur ai dit, je suis différente, mais je suis ton égale. Donc tu me traites en égal. Bien justement, sur ce plateau, l'égal des hommes, Ségolène Royal, ancienne ministre et ancienne candidate à l'élection présidentielle, et notre invitée dans Face au territoire. Merci Stéphane Vernet, vous dirigez la rédaction de Ouest France à Paris. Et on va partir pour Lille, avec un nouveau coproducteur dans cette émission cette année, WEO TV. Les journaux, eh bien, c'est Le Courrier Picard et La Voix du Nord. Et la chaîne de télévision, c'est WEO TV, la chaîne des Hauts-de-France. Et on se rend à Lille, Ségolène Royal, en duplex, avec Guillaume Desplanques, qui a une question à vous poser, très en liaison avec ce que Stéphane Vernet vient de vous poser comme question. On l'écoute, Guillaume Desplanques. Ségolène Royal, bonjour. Candidate pour Matignon, vous n'avez pas été consultée par Emmanuel Macron pour le choix du nouveau Premier ministre. Alors, comment l'expliquez-vous? Vous avez évoqué notamment le fait d'être une femme. Est-ce réellement la seule explication?
Alors, d'abord, il faut rappeler le contexte, si vous voulez. C'est qu'à un moment, l'opinion, enfin, les journalistes disaient, mais finalement, il n'y a personne à gauche. Une fois que les différents candidats ont été récusés, les différents candidats et candidates ont été récusés. Et donc, je ne voulais pas qu'on puisse dire, mais finalement, il n'y a eu aucun candidat ou candidate pour occuper la responsabilité de Matignon suffisamment expérimenté, et comme le souhaitent les Français aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que j'ai dit, mais moi je suis disponible pour Matignon, parce que j'ai l'expérience, parce que je sais faire, parce que je suis l'égal des vous avez dit ensuite... auquel on attribue de l'expérience. Et voilà, et je n'ai pas été reçue. Et j'ai autant d'expérience, même dit... plus d'expérience que Bernard Cazeneuve, d'une certaine façon. Oui, et après, vous avez dit, je suis aussi candidate possible pour des postes ministériels, après avoir été candidate possible pour Matignon. Tout à fait, parce que je ne voulais pas non plus que l'on puisse dire, mais finalement, elle veut que Matignon. Qu'est-ce que c'est que c'est prétentieux, ils veulent que Matignon, et s'ils n'ont pas ça, il y en a d'ailleurs 2 candidats hommes ont été pressentis pour Matignon, et après, il semblerait qu'on leur ait proposé de rentrer au gouvernement, et ils ont dit non. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils veulent que Matignon. Donc, soit, effectivement, on est prêt à contribuer au redressement du pays et à faire en sorte que le Front républicain, qui s'est manifesté dans les urnes, donc ce que les électeurs ont dit, on le respecte, et on vient, même si c'est un chef de gouvernement qui n'est pas de notre camp. C'est ça aussi qu'attendaient les gens. Et à ce moment-là, oui, j'ai dit oui, je suis disponible. Je suis la femme politique la plus populaire de gauche, la plus populaire dans l'opinion. Donc j'ai une responsabilité par rapport à ça. La question de Guillaume Desplanques sur l'hôtel Matignon, qui ne vous a donc pas été proposé. Est-ce que vous avez pris en compte le fait que les femmes à Matignon ont quand même eu des difficultés dans ce pays ? Édith Cresson, première ministre femme du pays, je crois qu'elle n'est restée que 8 mois au pouvoir à Matignon. Elisabeth Borne a connu tous les aspects du 49-3. Vous vous rappelez les difficultés qu'elle a eues à l'Assemblée nationale pour s'imposer. Et elle a été remerciée aussi, en théorie, très vite, pour une durée de vie à Matignon. Est-ce que ça ne joue pas, ça, aujourd'hui, quand vous-même, comme Guillaume Desplanques le dit, vous souhaitez avoir Matignon? Est-ce que vous ne pensez pas que, j'en reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure face à Stéphane Vernet par rapport aux femmes, qu'il y a un problème aussi, femmes et pouvoir? Si, bien sûr. Mais voyez, votre question, vous ne la poseriez pas pour un homme? Vous ne diriez pas, il y a un homme qui a échoué en tant que Premier ministre, on ne va pas nommer un autre homme à Matignon, puisqu'un homme a échoué en tant que ministre. Là, vous dites, une femme, on ne va pas nommer une femme à Matignon, puisque les autres femmes... Ma question, c'était, est-ce que c'est rentré dans vos considérations quand vous vous êtes positionné pour Matignon? Vous vous êtes dit, le fait d'être une femme est-il, au fond, un avantage ou pas? Mais je pense qu'il y a un besoin de parité fort, mais pas de parité, c'est pas une femme en tant que telle, c'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et là, vous avez vu, il n'y a eu que des hommes qui ont été consultés. Il n'y a que des hommes dans les ministères régaliens. Donc je me suis dit, avec une nomination comme la mienne, à la fois on règle le problème de la gauche, aux responsabilités, d'une présence femme et d'une présence dans un ministère régalien. Donc c'était une bonne opération, même pour l'actuel pouvoir exécutif. Donc c'est tout. La question de Guillaume. Mais je serais un homme, personne ne me poserait cette question-là. Vous voyez, c'est pas parce que des femmes... D'abord, Elisabeth Borne n'avait pas d'expérience politique aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a eu des difficultés en s'obstinant en créant la taxe carbone, en s'obstinant sur le 49.3. Elle n'avait pas d'expérience politique. Elisabeth Borne n'était pas élue au départ, elle n'avait pas géré de collectivité locale, elle n'avait été candidate à aucune élection, donc c'était une technocrate, c'est d'une certaine façon de qualité. Qui avait été votre directrice de cabinet. Et ma préfète, c'est moi qui suis allée la chercher en préfecture pour dire, mais on peut être une bonne directrice de cabinet. Mais le saut jusqu'à être Premier ministre à Matignon, le saut est considérable. Donc il faut aussi que quand il y a des nominations de femmes, les hommes acceptent de nommer des femmes qui sont leur égales, je le répète, qui ont leur expérience politique et qui ont leur existence politique et donc peuvent apporter quelque chose de plus. Alors la question de Guillaume Desplanques était une question donc, pour La Voix du Nord, le Courrier Picard ou EOTV, sa chaîne dont il est rédacteur en chef d'ailleurs, Information des Hauts-de-France. Elle était depuis Lille. Lille, c'est Martine Aubry. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de son parcours? Aujourd'hui, on l'entend plus, Martine Aubry. Elle est maire de Lille, bien sûr. Oui. Vos relations se sont pacifiées avec les années? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Vous
Ça vous arrive de vous parler ou pas avec Martine Aubry? Oui, récemment, bien sûr, oui. Bien sûr. Elle a un parcours exceptionnel, Martine Aubry. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous considérez qu'elle est une des formes d'icône de gauche aussi, Martine Aubry, aujourd'hui? Bien sûr, elle a fait partie de l'histoire de la gauche. Hein. Elle a été une excellente ministre. En plus, ce gouvernement Jospin, c'était quand même un gouvernement passionnant. Et voilà, et elle a été maire de Lille. Oui, c'est une femme politique qui est respectée en plus de tous les électeurs de gauche. Et je pense au-delà, bien sûr. Donc la vie politique, là, quand il n'y a plus d'affrontement direct, le contact entre les personnes reprend, parce qu'avec Martine Aubry, ça a été un peu chaud il y a quelques années entre vous deux. Ça a été chaud parce qu'il y a eu la tricherie du Congrès, souvenez-vous. Hein, donc c'est vrai que c'était violent à une époque. Mais c'est pareil, c'était la candidate de l'appareil politique. Guillaume Desplanques est toujours à Lille, en duplex, de WEO TV, on l'écoute. Ségolène Royal, comme vous le savez, Gérald Darmanin a lancé dimanche à Tourcoing, dans le Nord, dans son fief, son mouvement populaire. Populaire face au nouveau Front populaire? Oui, c'est très étrange d'ailleurs, vous avez vu, parce qu'il lance un mouvement populaire, mais à l'instant, là, il s'oppose à la taxation des plus riches. Je ne suis pas sûr que l'électorat populaire soit d'accord pour s'opposer à l'imposition des 0,3% des Français les plus fortunés. Le mot populaire, hein, c'est un mot populaire en politique maintenant. C'est devenu populaire en politique. La une de La Voix du Nord, Ségolène Royal. Vous lisez la presse régionale, beaucoup, notamment La Voix du Nord. Oui, le roi est tombé, et Vive le LOSC, c'est une évidemment locale liée à l'actualité. Ben, formidable. Pour la Ligue des Champions, bien sûr. Oui. Ouais. Donc, La Voix du Nord, qui est notre nouveau partenaire à travers le groupe Rossel France, le courrier Picard, et WEO TV. Merci Guillaume Desplanques à Lille. Donc à jeudi prochain. C'est Ségolène Royal, notre invitée politique ce matin. Et tout de suite, nous allons passer à 20 minutes. Floréal Hernandez, le rédacteur en chef de 20 minutes, est sur ce plateau. Bonjour Floréal Hernandez. Bonjour. Alors 20 minutes, c'est une coproduction, j'allais dire, de Ouest France et du groupe Rossel d'ailleurs. Oui, voilà. effectivement, tout à fait. Éducation nationale. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet. Ségolène Royal, vous avez été ministre déléguée à l'enseignement scolaire entre juin 1997 et mars 2000. Vous devez avoir donc un œil attentif à ce qui se passe à l'éducation nationale. Est-ce que vous avez été surpris par le profil d'Anne Genetet quand elle a été nommée? C'est quelqu'un qui n'a pas de poids politique et surtout qui n'a pas eu de lien précédemment dans sa carrière professionnelle avec l'éducation nationale, l'école ou l'université. Écoutez, moi, je n'aimais pas le jugement a priori sur les personnes, mais c'est vrai que je partage la surprise des personnels de l'éducation nationale par rapport à cette nomination. Ça, c'est le premier point. Puisque, comme vous le disiez à l'instant, il n'y a aucun lien, aucune expérience par rapport à ce ministère. Or, les jours sont comptés pour ce gouvernement. Donc, il vaut mieux nommer des gens expérimentés qui soient tout de suite opérationnels. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que ce ministère a changé 5 fois de ministre. Et ça, je vais vous dire, c'est épuisant pour les gens, pour ceux qui sont dans les classes, pour ceux qui sont dans les établissements scolaires, même pour l'administration de l'éducation nationale. Ils l'ont dit d'ailleurs à cette rentrée. Ils l'ont dit. Qu'il y avait un et j'ai problème. bien décrit ça dans mon livre. Grave problème de temps de ministres et d'administration. Oui, vous savez pourquoi? Parce que chaque ministre qui vient a ses marottes. Bien sûr. Alors il y en a un qui va faire ci, un autre qui va faire ça, un autre qui va changer. Alors le pire, c'est ceux qui changent les programmes. Parce qu'un ministre qui n'a aucune idée, il dit on va changer les programmes. Puis vous avez des propositions internes, toujours des gens qui pensent que vous allez faire des inventions extraordinaires, alors que dans l'éducation nationale, là aussi, il faut laisser les gens tranquilles. C'est ce qui se passe dans les classes qui est important. C'est pas la énième réforme sur le énième programme ou sur la façon d'apprendre à lire et à écrire. Et puis les ministres qui arrivent, ils projettent leur enfance en disant non, c'était mieux avant, on va réformer, on va bousculer. Les gens ont assez d'être bousculés dans l'éducation nationale et surtout, il y a l'urgence de la revalorisation des métiers, la revalorisation des salaires et là, ça va se télescoper avec le projet de loi de finances. Vous parlez des programmes quand il y a eu la passation de pouvoir avec... de pouvoir avec Nicole Belloubet. Anne Genetet a annoncé que le navire ne changerait pas de cap. Oui. Est-ce que, par rapport à ce qui avait été mis en place précédemment, donc on parlait de choc des savoirs, des groupes de niveau, de la réforme du brevet, vous pensez que ce sont des orientations à poursuivre ? Je pense que moins on bouscule l'éducation nationale, moins on fait de réformes théoriques, idéologiques, mieux c'est.
parce que les tensions sont extrêmement fortes aujourd'hui dans les établissements scolaires, faute de moyens. La priorité, c'est de mettre des adultes dans toutes les classes. L'idéal, ce serait même qu'il y ait 2 adultes. À l'époque, on avait créé, quand j'étais ministre, délégué les aides éducateurs. Il y avait 2 adultes dans les classes. Il y avait beaucoup plus, du coup, de discipline et de sécurité. D'encadrement, vous le dites. D'encadrement, ça a été malheureusement supprimé. Et donc, aujourd'hui, il y a une attente de considération, une attente de moyens, une attente de formation, une attente de revalorisation, pas une attente de changement des méthodes ou des programmes. Et je vais vous dire, dans l'expression « choc des savoirs », les gens en ont assez des chocs. On subit des chocs tout le temps. On n'en veut plus des chocs, surtout décrétés comme ça d'en haut. Et je vois que dans les établissements scolaires où ce choc des savoirs est appliqué, c'est la pagaille. Parce qu'il y a même eu des rentrées scolaires qui n'ont pas pu avoir lieu le jour même à cause de cette nouvelle marotte du choc des savoirs. Mais non, il faut laisser les gens tranquilles, faire en sorte que ça fonctionne dans les classes, transmettre les savoirs à partir de ce que l'on a, arrêter de modifier les programmes. Et c'est parce qu'il y a aussi une pression pour modifier les programmes tout le temps. Mais arrêtez. Faites fonctionner les classes, faites en sorte d'éradiquer la violence dans les classes, de donner confiance aux élèves, de transmettre les compétences et les savoirs, et c'est ça. Il y a des passages obligatoires dans l'éducation. Enfin, donc, au collège, il y a le brevet, enfin, il y a le bac à la fin du lycée. Est-ce que le brevet, dans les dernières demandes, c'était de conditionner le passage au lycée à l'obtention du brevet, quand on sait que le brevet, c'est 85% de réussite, le bac 90%. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir le brevet pour aller au lycée? Non. Je veux dire, toutes ces réformes qui vont déclencher des grèves, semer la pagaille, perturber les gens, mobiliser l'administration, c'est du temps qui va être pris au bien-être des élèves et à la mobilisation de la force enseignante. Enfin, il y avait une fierté sur le brevet. Quand on avait le brevet, c'était la première étape d'une vie dans l'éducation nationale où voilà, c'était quand même un joli diplôme. Oui, moi j'ai passé mon brevet, mais on ne conditionnait pas cela pour passer au lycée. Vous voyez, et puis c'est des moyens considérables qu'il faut en plus administratifs pour faire passer les examens. Vous voyez, on peut organiser les contrôles. On parle de réussite scolaire. D'ailleurs, dans le titre du ministre délégué à l'enseignement professionnel et à la réussite scolaire, mais comment ça se fait que la réussite scolaire ne soit pas intégrée à l'éducation nationale? C'est bien à la ministre de souhaiter la réussite des élèves, qu'ils soient du primaire, du collège, du lycée. Ségolène Royal a un secrétariat d'État à la réussite scolaire, qui est un enjeu majeur dans une vie. Oui. Ben c'est ce qu'ils ont fait, je crois, non? Oui, mais c'est étonnant de voir cette réussite scolaire nommée sur un ministre délégué, alors que c'est la charge de l'éducation nationale. C'est le principe même de l'éducation nationale. Cela dit, si on peut raccrocher ceux qui décrochent, vous voyez, la réussite scolaire, il faut raccrocher les élèves qui décrochent à la réussite scolaire. C'est trouver des éléments de reprise de confiance en eux, des élèves qui sont en échec. Parfois, ce sera par le sport, parfois, ce sera par la culture, parfois, ce sera par l'expression orale. Et donc, comment est-ce qu'on identifie dans chaque enfant son point fort pour qu'il s'appuie sur ce point fort et qu'il puisse conquérir l'accès aux savoirs fondamentaux? C'est ça l'enjeu. Ce ministère délégué, c'est une bonne chose pour vous. C'est une bonne... Oui, pourquoi pas? Anciennement chargé. Pourquoi pas? Par exemple, si par exemple il est en charge l'éradication de la violence et de la peur pour les élèves qui vont à l'école ou qui se font harceler. Alors justement, ça c'est un élément de la réussite scolaire, vous voyez? Sur le bizutage, vite rapidement. Justement, on en parle. Donc là, on passe au niveau supérieur, à l'enseignement supérieur. En 98, il y a une loi qui vous porte à cœur, c'est l'interdiction du bizutage. On s'aperçoit aujourd'hui que ça existe toujours. À Tours, mi-septembre, les étudiants en médecine ont brandi une banderole sexiste lors d'une soirée d'intégration. Derrière, il y a eu des alertes qui sont remontées auprès de l'université de bizutage. Comment ça se fait que 25 ans après, on n'arrive pas à éradiquer le bizutage qui, de temps en temps, en plus, a tourne mal? Et Tours, vous connaissez bien, Ségolène Royal. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a même un procès prochainement pour un jeune qui est mort à la faculté de médecine de Lille, justement, je crois. Il y a le retour du bizutage dans les écoles des arts et métiers, ce qu'on appelle l'usinage. Il y a le retour du bizutage dans les écoles de commerce. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et c'est la question de la sécurité, justement, des élèves, et notamment des filles. Et pourquoi ça revient? Parce qu'il y a de l'impunité. Quand j'étais en charge des responsabilités, à chaque rentrée universitaire, je faisais une instruction et je dis attention, s'il y a un bizutage dans votre établissement, c'est la direction qui sera immédiatement suspendue et les élèves bizuteurs seront radiés des écoles. Et sanctions majeures.
C'est parce que, et sanctions majeures, et donc la prévention, ça se fait par la menace de sanctions. Et j'espère, et moi je demande au ministre de l'Enseignement scolaire, là, de faire sa circulaire au moment de la rentrée universitaire et de suspendre immédiatement un chef d'établissement, un doyen d'université, un patron d'une école des arts et métiers, immédiatement suspendu si des élèves, des étudiants organisent des bizutages. Et je terminerai en disant que c'est souvent une sélection, une répression notamment des filles par les atteintes sexuelles. Comme ça leur fait moins de concurrence. Les filles abandonnent leurs études, ça leur fait moins de concurrence. Donc ces petits nasillons-là, issus des catégories privilégiées en plus, hein, c'est pas les délinquants de la rue, c'est pas des OQTF. Merci. Mais c'est pas moins grave que ce que font les OQTF. Donc j'espère que la répression sera aussi forte que celle qui est prônée aujourd'hui contre la délinquance de rue. Floraël Hernandez, 20 minutes, pas de une, puisqu'il n'y a pas de print, c'est maintenant sur l'Internet qu'on le trouve. Tout à fait. Et donc, tous les jours, on retrouve 20 minutes sur 20minutes.fr. Floraël Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, et je sais que cette édition numérique marche très bien. Et donc, bravo à vous. Et vous êtes donc partenaire de Face au Territoire. Floraël Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. Merci, Floraël Hernandez. Merci. Dans un instant, Denis Caro en duplex et en direct de la rédaction de Nice Matin, à Nice, bien sûr. Ce serait pas mal d'aller interroger le ministre. Bonjour, Denis Caro, vous dirigez les rédactions du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Et vous avez évidemment une question concernant l'insécurité pour Ségolène Royal. Vous êtes en direct de Nice. Oui, bonjour, Ségolène Royal. La sécurité est un des 5 grands chantiers définis par Michel Barnier. Le Premier ministre n'exclut pas de remettre en cause l'excuse de minorité. Est-ce qu'il faudrait purement et simplement supprimer cette excuse de minorité? Et une deuxième question, toujours sur la délinquance et la sécurité. Le meurtre de Philippine au Bois de Boulogne a choqué la France entière. Pourquoi n'arrive-t-on toujours pas à faire exécuter les obligations de quitter le territoire français? Au QTF. Oui, vous avez raison. Hein, l'actualité est extrêmement lourde. Sinistrement connue par les Français maintenant. Et lourde, et notamment lourde sur les violences faites aux femmes. C'est vraiment terrible. Et je pense en effet que l'excuse de minorité n'a pas de sens. Je l'ai dit, d'ailleurs je l'ai écrit. Je pense que la sanction est une éducation, d'une part. Donc moi je suis assez favorable à supprimer l'excuse de minorité et à refaire le cas par cas. En revanche, à l'envers, c'est-à-dire au lieu de dire il y a une excuse de minorité mais on fait quelques exceptions, c'est dire il n'y a plus d'excuses de minorité mais on peut faire des exceptions en fonction du profil des mineurs. Ça changerait beaucoup les choses. Sur l'application des OQTF, mais c'est la vraie question. Pourquoi les OQTF ne sont pas plus appliqués? Bien évidemment. Donc là, incompréhension des Français sur ce sujet. C'est incompréhensible. Et puis les Français sont en colère quand c'est un OQTF en plus récidiviste. C'est incompréhensible. Denis Caro à Nice, depuis la rédaction de Nice Matin. Ségolène Royal, lors de son discours de passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin a repris votre concept d'ordre juste. Ce concept, il est de plus en plus d'actualité. C'est vrai. C'est vrai, dommage que la gauche ne l'ait pas repris, parce que maintenant c'est Darmanin qui l'a repris. Le Parti socialiste n'a jamais voulu intégrer finalement ces innovations conceptuelles que je retirais tout simplement de l'observation et de l'écoute des gens. Hein. Et donc, en effet, tant mieux d'ailleurs, ça appartient à tout le monde maintenant, l'ordre juste, parce que je crois que c'est la bonne colonne vertébrale pour remettre de la sécurité, de l'ordre, de la compréhension, du bon fonctionnement des institutions. Et ce qu'il faut, c'est passer maintenant des déclarations aux actes, c'est donner du contenu à cela. L'ordre tout seul, ça ne fonctionne pas. Hein. Et la justice toute seule ne fonctionne pas. Il faut de l'ordre aussi. Donc dernière question, Denis Caro, dernière question. Vous avez toujours été, Ségolène Royal, favorable à l'encadrement militaire des jeunes délinquants. Est-ce que ça peut être une solution? Oui, je pense que ça peut rester une solution, bien sûr. Parce que vous savez, je connais bien l'école des sous-officiers de Saint-Mexan, j'étais élue de ce territoire. Et je pense que les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des repères, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui les cadraient, qui ont été en échec scolaire, quand ils sont mineurs, il faut toujours espérer
réussir à les raccrocher à quelque chose. Et je pense que l'encadrement, le service militaire, j'étais contre la suppression du service militaire. Je voulais un service militaire plus court. Ça a été malheureusement supprimé parce que ça permettait à beaucoup de jeunes de comprendre aussi le sens de l'organisation dans la vie, de se raccrocher à la réussite scolaire, de passer le permis de conduire, etc. Et donc d'avoir un regard bienveillant, mais autoritaire sur eux. La une de Nice bienveillante. La une de Nice matin, Denis Caro, chez vous. La une de Nice matin, vidéosurveillance jusqu'où, après l'annonce par Michel Barnier de la généralisation de la vidéosurveillance algorithmique sur la Côte d'Azur. Nice et Cannes sont très en pointe sur ces dispositifs. Merci Denis Caro. Vous dirigez les rédactions du groupe Nice Matin, donc Var Matin et Monaco Matin, ainsi que Nice Matin. Et vous étiez en duplex et en direct de Nice. C'est Ségolène Royal, notre invité politique aujourd'hui. Ségolène Royal, dans un instant, Sébastien Georges, et depuis la rédaction de l'Est républicain. Ségolène Royal, bonjour. Je souhaite vous parler d'Europe. Le groupe EBRA, dont font partie l'Est républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin, compte plusieurs frontières avec des pays européens. L'Europe est en difficulté. L'Europe a perdu de son influence aujourd'hui dans le monde au détriment des États-Unis, mais également de l'Asie et de la Chine. Sa voix porte moins, on le voit avec le conflit israélo-palestinien, mais également avec le conflit ukrainien. Aujourd'hui, on constate une Europe en difficulté, un couple franco-allemand également en difficulté, avec des dirigeants qui ne s'entendent plus, ou qui en tout cas ne se parlent plus comme ils s'en parlaient avant pour être des moteurs. L'Europe est face à des flux migratoires importants. Économiquement, elle est menacée et bousculée par la nouvelle réorganisation mondiale. Elle est aussi obligée, dans certains cas, à l'image de l'Allemagne, de rétablir des contrôles à ses frontières. Aussi, je vous demande quel est votre regard sur cette situation, mais également, est-ce que vous pensez que Michel Barnier, un Européen convaincu, peut apporter pour essayer de relancer ça et redonner à la France un rôle moteur, mais également à l'Europe une place importante. Enfin, je m'interroge aussi sur votre perception à vous du monde européen vu par vos collègues de la gauche et du nouveau Front populaire, puisqu'on sait qu'il y a des fortes divergences sur l'approche européenne. Oui, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais vous dire, l'Europe, c'est une grande idée. Et je pense même que s'il fallait construire l'Europe aujourd'hui, ça serait très difficile. C'est pour ça qu'il faut être conscient de... Donc la préserver. De la préserver, parce que c'est un cadeau précieux que nous ont fait les générations précédentes. Et nous devons absolument protéger l'Europe. C'est ce qui fait... C'est notre famille. C'est notre famille, l'Europe. Elle est en grande difficulté, vous l'avez fort bien décrite. Pourquoi est-ce qu'elle est en grande difficulté? Et qu'est-ce qu'il faut trouver pour sortir l'Europe de cette difficulté? C'est retrouver un grand dessein. C'est retrouver un objectif commun, comme il y a eu dans les grands projets industriels, comme Airbus, par exemple. Donc, quel est aujourd'hui le grand projet commun de l'Europe? C'est l'industrie, ça reste l'industrie. Or, on a laissé l'Europe se désindustrialiser d'une part, et d'autre part, l'Europe a imposé aux différents pays européens de se faire concurrence les uns contre les autres. Donc la question de l'idéologie ultralibérale de l'Europe a contribué à affaiblir l'Europe. Au lieu d'inciter les pays européens à construire au contraire des géants industriels mondiaux, on les force à se faire concurrence les uns contre les autres. Je vais vous donner un exemple tout simple. L'eau de Javel Lacroix, c'est pas de la haute technologie, l'eau de Javel Lacroix. Hein? On connaît tous. On connaît tous. L'eau de Javel Lacroix, l'usine ferme en France. Et vous savez où l'usine se met? En Belgique. C'est inadmissible. Donc on s'est fait acheter des filières industrielles par les Américains au lieu de consolider nos filières industrielles. Mais il faut se dépêcher avant qu'il soit trop tard. Parce qu'on voit s'accélérer la désindustrialisation de l'Europe au motif qu'il fallait aller dans les pays à bas salaire. Mais non, au contraire. De même, les TGV qui nous font concurrence. On voit les trains européens venir sur le territoire français. Mais voilà une entreprise, la SNCF, qui fonctionne bien et qu'on va soumettre à la concurrence entre pays européens. Est-ce qu'aux États-Unis d'Amérique... fonctionne bien, Ségolène Royal, ça dépend. Non, mais on peut toujours s'améliorer. Mais quand même, il y a quand même... Est-ce que l'ouverture à la concurrence... Il y a quand même les trains qui arrivent à l'heure. Est-ce que l'ouverture à la concurrence n'est pas une forme de choses un peu saines aujourd'hui dans ce secteur-là? Mais non, justement.
C'est un contresens historique. Quand les Italiens qui font des trains qui marchent aussi arrivent en France, est-ce que c'est pas bien? Non, et qui desservent Nice, par exemple? Toutes les ouvertures à la concurrence des grands services publics ont montré, dans un premier temps, il y a peut-être quelques baisses de prix, mais dans un second temps, il y a une hausse des prix, une baisse de la sécurité. Donc tout se regarde de près, et surtout, il faut que l'Europe change d'idéologie ultralibérale. Le rédacteur en chef de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. La gauche, là-dedans. Les gauches, on va dire maintenant, et l'Europe. Il a posé la question très clairement. Où est-ce qu'elle en est, la gauche, avec LFI qui prône une Europe quand même fort différente de la gauche plus modérée? Oui, mais vous savez, au-delà des prises de position idéologiques entre Bernard Castex et j'allais dire Lucie Castex, il y a une très grande différence sur les questions européennes. Sébastien Georges a raison, il y a une question. Vous en pensez quoi? Mais moi, ce que j'en pense, c'est que, quelles que soient les prises de position idéologiques des uns et des autres, l'idée, c'est que l'Europe retrouve la maîtrise de son économie et de son industrie. Oui, mais sur le fait que la gauche n'a pas le même discours sur l'Europe, c'est problématique quand même. Si demain, il y avait une élection présidentielle et un seul candidat de gauche... Vous dire au sein de la gauche? Oui. C'était la question de Sébastien Georges. C'est secondaire, à la limite. La vraie question, c'est de savoir je disais à l'instant, quel est l'objectif de l'Europe? Comment est-ce qu'on est solidaire entre pays européens? Est-ce que vous imaginez aux États-Unis d'Amérique que les États américains se fassent concurrence les uns contre les autres pour leur industrie? Mais ça n'existe pas, ça. Donc pourquoi est-ce que l'Europe a été assujettie et fragilisée par des règles européennes qui obligent les pays européens à se faire concurrence et donc les entreprises à se faire concurrence les unes contre les autres et à s'empêcher de s'entendre entre elles? C'est quand même extravagant, cette histoire-là. Et le second problème le plus urgent, et j'espère que Michel Barnier là, va empoigner ce problème-là, c'est la question du marché européen de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut expliquer aussi que la France s'affaiblisse alors que nous produisons notre énergie, que nous sommes obligés de nous aligner vers le haut sur les prix de l'énergie les plus élevés? C'est-à-dire là aussi, on affaiblit notre industrie par la hausse du prix de l'énergie, et l'Europe, en imposant la privatisation et l'ouverture à la concurrence de la distribution de l'énergie, a entraîné à des systèmes de profit indus sur les intermédiaires entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, et en créant une niche là, d'industriels qui absorbent la plus-value, même pas d'industriels, de revendeurs qui absorbent la plus-value industrielle. Et ça, il faut vraiment y remédier rapidement. Ségolène Royal, la une de l'Est républicain, donc notre nouveau partenaire du groupe EBRA. Voilà, Fab Norton, 15 millions pour son site de Nancy. Vous lisez les journaux de la presse quotidienne régionale, oui, aussi beaucoup, de cette partie-là du pays, beaucoup. Donc c'est le Républicain Lorrain, l'Est républicain, le Bien public, Vosges Matin, le journal de Saône-et-Loire, le Progrès de Lyon, les dernières nouvelles d'Alsace, DNA, l'Alsace, il ne faut pas oublier, et le Dauphiné. Voilà, les journaux du groupe EBRA qui sont maintenant coproducteurs de cette émission. Et au moins, ils ont gardé le nom des régions. Chaque jeudi. Ils ont gardé le nom des régions dans leur titre. Mais heureusement que la presse régionale est là pour qu'on garde nos identités régionales. Ségolène Royal est notre invitée aujourd'hui. Dans un instant, nous partons, Ségolène Royal, pour les Antilles, où bien Cyril Boutier, le directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire, et de France Guyane, a une question à vous poser. On l'écoute tout de suite. Bonjour Ségolène Royal. Aux Antilles et en Guyane, l'actualité est marquée par les mobilisations contre la vie chère et par la contestation de l'écart de prix de 40 à 50%, notamment sur les produits alimentaires, entre nos territoires et l'Hexagone. Vous avez eu l'occasion, dans nos colonnes notamment, de dénoncer les monopoles qui sont l'une des causes de cette vie chère. Pensez-vous que l'État a les moyens de s'y attaquer? Oui. Je pense que l'État a les moyens de s'y attaquer. Ce qui est intolérable, c'est justement les monopoles d'importation, les monopoles de transport, les monopoles de distribution. Mais c'est vrai aussi en métropole, sur l'hyperconcentration de la grande distribution qui a expliqué la hausse des prix et qui explique aujourd'hui que les prix ne baissent pas alors que les coûts de production ont baissé et les matières premières ont baissé. Et par conséquent, il faut que l'État reprenne en main la question et remette du contrôle sur et lutte contre l'hyperconcentration qui explique la hausse des prix. C'est intolérable. Et deuxièmement, il faut que l'État autorise le commerce en proximité. Des échanges en proximité avec les territoires, les autres pays en proximité des Antilles. Ségolène Royal. Voilà. Merci Cyril Boutier depuis Fort-de-France, donc en Martinique, la rédaction de France Antilles. Dans un instant, nous allons parler un peu de géostratégie et d'économie avec Tom Benoît. À tout de suite.
Bonjour Tom Benoît, cette émission est également faite avec la participation donc, du groupe Nice Matin France Antilles, vous venez de le voir, et de Géostratégie Magazine, dont le numéro maintenant est en numérique. Absolument, et n'est plus en kiosque, évolution de la presse. Voilà. Avec des abonnements premium, mais 80% disponibles gratuitement. Voilà. Bonjour Ségolène Royal. Je voudrais vous parler des finances publiques donc, qui ont posé beaucoup de problèmes, en tout cas qui ont fait des gorges chaudes ces derniers mois. Michel Barnier a parlé d'économie, de quelques augmentations d'impôts, apparemment pour les plus riches, 0,3% des ménages. Les économies, lesquelles sont-elles? Qu'est-ce que vous avez repéré comme économie? Moi, personnellement... Potentiel. Quelle est votre lecture des économies au sens de Michel Barnier? C'est assez simple, je pense qu'il faut prendre le budget ligne à ligne. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller trouver des choses magiques. Il faut prendre ligne à ligne, parce que vous pouvez... Ça, c'est l'expérience de celle qui a été ministre. C'est l'expérience de celle qui a été ministre. Comment je faisais mon budget ministériel. C'est vrai. Comment je faisais mon budget ministériel, parce qu'on était... Chaque année, on devait faire des économies. Je prenais mon budget ligne à ligne. Et donc, on se dit, on limite sur telle dépense, mais il faudrait une commission pour ça. Il faudrait une grande commission des économies. Mais non, il y a la commission des finances de l'Assemblée, il y a le ministère du budget. Mais est-ce qu'elle suffit ? Apparemment. Bien sûr, il y a le ministère du budget. On ne va pas recréer une administration. Il y a le ministère du budget. Au-dessus, il y a le ministère de l'économie et des finances. Il y a la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il y a la commission des finances du Sénat. Il y a le collectif des régions. Parce qu'il y a aussi les collectivités territoriales. Il y a l'hôpital, il y a la sécurité sociale. Pardon ? Comment se fait-il qu'il y ait eu un tel accident dans les dépenses publiques? Parce que là, on se retrouve à des niveaux de déficit public où on se demande finalement si on ne va pas dépasser les 6%, voire même potentiellement les 7 ou les 8%. Parce que ça n'a pas été maîtrisé. Et donc, est-ce que les décisions de Michel Barnier suffiront, pour ainsi dire? Mais je vous dis, moi, si j'avais été Premier ministre, pour reprendre la question de tout à l'heure, j'aurais convoqué les présidents de l'Assemblée. Dites-nous comment vous auriez fait. J'aurais fait une commission commune entre la commission des finances du Sénat et la commission des finances de l'Assemblée. Donc, il fallait une commission. Attendez, pour éviter les navettes, etc., pour gagner du temps. On se serait mis non-stop autour de la table. Voilà. J'aurais pris ligne à ligne. J'aurais dit là, telle dépense, les agences régionales de santé, par exemple. Je pense qu'il faut faire des économies dans les agences régionales de santé. On a mis en place des bureaucraties, des administrations au-dessus des hôpitaux, qui étouffent d'ailleurs les hôpitaux. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être gérées en interne des hôpitaux et diminuer la bureaucratie des agences régionales de santé, dont d'ailleurs les salaires sont bien supérieurs à ceux des médecins qui opèrent dans l'hôpital. Je ferme la parenthèse. Prenons cet exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut économiser? Comment on fait? Tous les structures périphériques au ministère. Il y a un démantèlement de l'État avec des structures périphériques qui, du coup, échappent aux règles des finances publiques. Est-ce que cet organisme est utile? Donc, très concrètement, on raye, voilà. Oui, on raye. Enfin, derrière, il y a des hommes et des femmes, donc il faut le faire aussi respectueusement et intelligemment. Rayer sur le papier, c'est simple. La fusion des régions, par exemple, ça a été une absurdité. On a dit on va François Hollande. De François Hollande et de Bernard Cazeneuve. Sur un coin de table, les présidents de région ont appris sur un coin de table qu'ils étaient fusionnés. Et ça a provoqué plus de dépenses que d'économies, a dit la Cour des comptes. C'est donc 2 tiers d'économies et 1 tiers d'augmentation d'impôts et d'augmentation de taxes également. Donc par exemple des taxes sur les billets d'avion. On sait que les billets d'avion pour les vols intérieurs, c'est 40% de taxes à peu près en France. Un peu moins pour les vols internationaux. Ça augmente. Donc s'il y a des augmentations ou des augmentations de la TVA, même des taux réduits sur les billets d'avion, ce sont les classes moyennes qui vont payer et pas seulement les 0,3% les plus riches, si je puis dire, pour l'imposition sur le revenu. Mais les billets d'avion, c'est un sujet à part, parce qu'honnêtement, il y a parfois des billets d'avion avec des prix scandaleusement bas. Oui, mais si on augmente les taxes sur les billets d'avion, non, attendez, qui ne payent même pas leur pollution. Donc il faut aussi faire attention. Donc il faudrait, selon vous, même envisager des taxations sur la pollution pour les Non, billets d'avion. moi je suis contre l'écologie punitive. Voilà. Donc la fiscalité liée à l'écologie, ça c'est niette, c'est non. On a donné avec la taxe carbone. De l'imposition. En revanche, effectivement, faire payer les ultra-riches qui payent 0 impôt. Ils ne payent pas 0 impôt. Mais si, c'est ça. Mais bien sûr. Pas de débat. Mais bien sûr, l'optimisation fiscale, c'est ça, bien sûr. Tout est payé par les entreprises, on remonte les bénéfices à la maison mère qui est dans un paradis fiscal. Il y a des paradis fiscaux au sein de l'Europe. Commençons à demander aussi des comptes à la Commission européenne. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a encore des paradis fiscaux au sein de l'Europe, le Luxembourg, la Belgique, parfois le Portugal? Donc il suffit que les grandes entreprises mettent leur siège social dans les paradis fiscaux au sein même de l'Europe pour ne plus payer d'impôts. Voilà. Rapidement, parce que là... je vous laisse terminer, Madame Royal. Une dernière question sur le sujet international, donc ce qui s'est passé, ce qui s'est produit en Israël. Quelle est votre lecture par rapport à l'attaque de l'Iran vis-à-vis d'Israël? Est-ce que ça n'a pas été un risque? C'est pas après la question. Est-ce que ça n'a pas été un risque énorme également
pris par l'Iran On va en par parler rapport avec à peu de résultats pour ainsi Oui, dire. on va en parler On après. va en je parler crois. dans un instant. Très bien, bon, je Géostratégie. vous laisse. Alors, Géostratégie qui est disponible en version web intégralement avec un dossier sur l'Égypte, un dernier dossier qui commande des avions de chasse chinois. Voilà, merci à vous Ouais. et bonne journée, Merci. Ségolène Tom Royal. Benoît, Merci. Demet Korkmaz reste avec nous. Tom Benoît est en duplex de la rédaction de TV5 Monde avec une question justement sur la situation explosive au Proche-Orient. Ségolène Royal, bonjour. Israël a bombardé Beyrouth pour la seconde fois cette nuit. Dans le même temps, hier, mercredi, Emmanuel Macron n'a pas souhaité participer à un sommet du G7 organisé en visioconférence. Il s'est fait remplacer par son ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot est placé en première ligne de cette crise. Comment expliquez-vous le retrait du chef de l'État? Et surtout, pensez-vous, comme Sébastien Lecornu, que la sécurité d'Israël est non négociable, quel qu'en soit le prix? Il faut revenir aux fondamentaux, toujours. Qu'est-ce que c'est les fondamentaux? C'est Israël a droit à la sécurité et les Palestiniens ont droit à un État. C'est la solution à 2 États. Aujourd'hui, au fur et à mesure de l'escalade, on voit qu'on s'écarte de cette solution qui est pourtant la seule solution possible pour revenir à un cessez-le-feu et pour recommencer les négociations. Aujourd'hui, Israël fait face maintenant à 3 fronts, Gaza, le Liban et l'Iran. Donc, il va y avoir une escalade. Et la question qu'on se pose, c'est où sont les grands leaders mondiaux qui sont capables de mettre les différents protagonistes autour de la table? Où est le Conseil de sécurité de l'ONU? Où est l'Organisation des Nations Unies? Et si les instances traditionnelles qui sont chargées là, de réguler les conflits mondiaux sont inopérantes parce que personne ne veut venir vraiment en discuter, est-ce qu'il ne faut pas créer des lieux de médiation spécialement adaptés à cette région du monde pour qu'enfin le cessez-le-feu arrive, la désescalade et les solutions pacifiques auxquelles aspirent tous les peuples? Parce que derrière, on ne parle jamais des victimes, mais c'est effroyable. Non seulement les victimes qui subissent les guerres dans cette région du monde, en plus la guerre en Ukraine. Donc les jeunes aujourd'hui, en Europe, qui regardent ça, qui disent « Mais que fait ce monde des adultes? Dans quel monde ils nous font vivre ?» alors que nous avons déjà les catastrophes climatiques et on n'est pas capable d'arrêter les guerres ou de les anticiper. Ça, c'est la vraie question. Merci Ségolène Royal d'avoir été l'invitée de Face au Territoire aujourd'hui en direct sur TV5 Monde. Merci Tom Benoît. Et puis nous nous retrouvons évidemment jeudi prochain à 9h30 avec quelqu'un qui ne vous est pas tout à fait inconnu. Ségolène Royal, il sera à votre place sur ce plateau. C'est François Hollande. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Une bonne émission. Au-delà de ça. Une bonne émission. Bon, vous parlez très souvent? Bah, oui, ça nous arrive de se parler, heureusement. Ça, c'est personnel, disons. Je vois que vous en riez, Ségolène Royal. Oui. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Les programmes continuent sur TV5 Monde avec notamment, vous le savez, les directs depuis le sommet de la francophonie. Au revoir à tous, à jeudi prochain, 9h30.